Je me souviens de cette première rencontre. C'était sous les cordes, il faisait un temps mais dégueulasse. Il pleuvait, ils te refont l'histoire en regardant simplement les joints des pierres. J'ai découvert un univers qui m'était totalement étranger et que j'ai trouvé immédiatement passionnant. Aujourd'hui, on nous a donné rendez-vous sur l'île Saison, dans le Nord Finistère, pour découvrir un lieu chargé d'histoire. Pour s'y rendre, il faut enfiler des bottes et attendre que la marée baisse. Beaucoup. Construit à la fin du XVIIe siècle, un fort Vauban gardait l'entrée de la Berre et protégeait le port de Brest. Mais la nature des activités maritimes ayant changé au cours des siècles, en 1995 est née l'association Saison, qui restaure le fort et fait vivre le lieu. Cette semaine, on vous embarque à la rencontre de Didier Chrétien, membre de cette association à la croisée entre restauration du patrimoine, art et écologie. Écoutons. J'habite à Landéda. Je suis né, moi, en Mayenne. Mon père était charpentier, c'est peut-être mon premier rapport à la mer. Il avait rêvé d'être charpentier de marine. Moi-même, après, mais longtemps après, j'ai eu plusieurs vies professionnelles. J'ai moi-même construit des bateaux, restauré des bateaux, c'est peut-être l'atavisme familial. Et j'ai gardé ce goût pour la sciure, pour le bois. Ici, on est plutôt dans un univers de pierre, mais j'ai le goût, oui, pour le travail manuel, même si ma vie m'a souvent conduit à faire bien autre chose. Pour toi, c'est quoi l'océan ? L'océan, c'est d'abord un horizon qui m'était lointain. Moi, j'ai pas fait de bateau quand j'étais môme. La mer, c'est aussi la mer vue du littoral, comme un promeneur, c'est la découverte des algues, des coquillages. Ça nous ramène aussi à la nature, au rythme. Je trouve que par rapport à la vie dans un milieu rural, après il y a les saisons, elles se vivent différemment, Il y a les arbres, ils sont peut-être plus prégnants, mais à la mer, c'est des rythmes des marées, tous les jours, ça change. On en est imprégné de ces rythmes-là. Je pense qu'on est beaucoup plus confronté aux éléments naturels que dans d'autres milieux. Comment tu décrirais la mer à quelqu'un qui ne l'a jamais vue ? Alors là, j'aurais du mal à dire ça dans une seule phrase. La mer, c'est tellement de choses parce que c'est à la fois un élément physique, mais c'est aussi tout un espace poétique. Est-ce que je pourrais le dire simplement, je crois pas. Moi, je dirais que c'est froid, c'est chaud, c'est mouvementé, c'est calme, c'est coloré, c'est noir, c'est vert, c'est gris, c'est habité, c'est désert, c'est violent, c'est paisible, c'est impossible pour moi en tout cas d'en donner une image simple qui prévaudrait sur toutes les autres. Une part de mystère finalement, c'est peut-être ça au fond, c'est que ça nous ouvre sur toujours des tas de mystères auxquels on n'a pas les réponses. C'est quoi Saison ? Saison, ça a été à la toute origine une rencontre très personnelle entre une envie de passer une partie de ma vie sur la création artistique dans ce qui était pour moi là une friche et qui était un terrain, un décor fabuleux possible pour mener des activités de cet ordre-là. Je vous passe les détails de ma rencontre avec Yann Lenestour qui était le propriétaire et que je suis allé rencontrer à Stockholm. On s'est entendu très vite et il m'a donné le feu vert pour pouvoir imaginer quelque chose. Et immédiatement, cet instant-là passé, c'est devenu ensuite une histoire collective qui m'a dépassé totalement, mais que j'ai voulu comme ça. Pour moi, c'était un lieu qui devait être un lieu de création. Et donc j'ai invité des gens que je ne connaissais même pas forcément, et des gens qui étaient très divers. Je ne voulais pas que ce soit la bande des copains de Didier, je voulais vraiment que ce soit un espace de création possible, extraordinaire. Et en invitant, c'était quoi, 10, 15, 20, 30 personnes, au début, j'ai découvert d'autres possibles auxquels j'avais même pas pensé. Il y a une chose où j'ai été très rapidement pris et qui m'a étonné, parce que moi je suis pas du monde de la connaissance historique, du patrimoine, je suis pas venu par là, moi c'était beaucoup plus par le jeu, la création artistique. Dans une rencontre avec quelqu'un du réseau Rempart, Olivier Lenoir qui est venu, plus Guillaume Lécuyer qui est historien, ils sont venus avec moi faire le tour des remparts. On est passé 2 heures, c'était sous les cordes, il faisait un temps mais dégueulasse, il pleuvait, et ils m'ont fait partager ce plaisir d'être au pied d'un rempart. Ils te refont l'histoire en regardant simplement les joints des pierres, la façon dont c'est construit, et plein de choses. Et là j'ai découvert un univers qui m'était totalement étranger et que j'ai trouvé immédiatement passionnant. Et en fait, très rapidement, dans les premières années, c'est cette dimension-là qui a largement pris le pas. On a un joyau qu'on ne soupçonne pas,
En plus, si on est joueur, c'est satisfaisant parce qu'il y a plein de mystères à découvrir, des hypothèses à faire, et je comprends maintenant mieux les historiens, le plaisir qu'ils peuvent avoir à aller fouiller l'histoire, non pas simplement d'être l'œil dans le rétroviseur, mais c'est parce que c'est très excitant que de poser des hypothèses, de retrouver les fils. C'est aussi un lieu d'apprentissage des gestes. Moi, je trouve que dans nos vies contemporaines, on a très rapidement, dans les dernières décennies, et c'est Ivan Illich qui parle de ça, été dépossédé de savoir-faire que les anciens savaient, connaissaient, maîtrisaient, tant bien que mal, ils s'organisaient. Il y avait la question de l'éducation de ses enfants, la question de la nourriture, la question des soins, et la question de construire sa maison. Et ces savoir-faire-là, bon an mal an, les gens les possédaient. Ils s'organisaient en tribus, en clans, en familles, en villages. Et peu à peu, ils se sont dépossédés de ça en déléguant ce savoir ou cette compétence à d'autres personnes, qui étaient des éducateurs, qui étaient des médecins, qui étaient des artisans. Et je trouve que Saison, c'est un excellent terrain pour pouvoir réapprendre des gestes, apprendre à travailler ensemble, s'organiser, trouver le goût de la matière et ces métiers qu'on a parfois dénigrés ou sous-évalués. Puis il y a l'autre versant du projet qui est le versant plus culturel, de manière large, culturel et artistique. Souvent, les édifices, tous les éléments patrimoniaux ont été érigés parce qu'ils avaient un usage. En l'occurrence, là, on est dans un site militaire. Donc là, la raison d'être, c'était la défense. Et c'est comme ça que les édifices ont été construits, restaurés, entretenus. Bon. À partir du moment où cet usage-là n'a plus lieu d'être, alors soit on est simplement dans la nostalgie, je sais pas, ou le témoignage d'un lieu qui n'a plus à avoir d'autres usages que de témoigner d'un passé révolu. On peut aussi, et je crois fermement à cela, qu'un lieu comme ça peut vivre mais en lui trouvant un autre usage contemporain. Et que ça va être la condition pour qu'il y ait de la mobilisation permanente de la part de tous les gens concernés, alors que ce soit des individus, que ce soit des institutions, que ce soit des acteurs du tourisme, que ce soit des entreprises locales. Si on trouve un sens à l'usage d'un lieu, alors ça justifie le fait de le restaurer et ça va permettre à chacun de se mobiliser, de souhaiter donner de son énergie, de son argent, voilà, pour continuer à faire vivre un tel lieu. Ici à Saison, on est dans un lieu très protégé et très sensible et très fragile au niveau naturel. Donc pour nous, il ne s'agit pas d'aller considérer ce lieu comme un support d'activité lambda qui ne fasse pas sens, qui détruise le milieu. Ici, nous sommes à l'entrée de la Bergvrak. La Berg, c'est ni un fjord ni un estuaire, mais c'est un affaissement géologique qui a fait entrer la mer assez profondément dans les terres, dans le continent. Il y en a 3 dans la région. Il y a la Berg-Ildut, et ici, à Landéda, la commune est bordée de 2 abers, la Berg Benoît et ici la Bergvrak. Fort Saison, c'est une île, une petite île qui est découvrable à marée basse, qui trône là en plein milieu de l'entrée. Il y a un fort qui est construit, qui fait à peu près un peu plus d'1 hectare. Ce fort-là a été voulu par Vauban pour protéger la ville de Brest, la marine royale, des attaques possibles des Anglo-Hollandais, les ennemis de toujours à l'époque, pour éviter qu'ils ne débarquent à la Bergvrak et qu'ils aillent ensuite par terre attaquer la marine royale. Il y avait aussi une autre raison, c'était de protéger les bateaux de commerce qui pouvaient reposer, faire relâche ici. Alors on est dans un milieu, sinon en milieu naturel protégé, en zone naturelle classée, avec au niveau faune, au niveau flore, bon je sais pas, ce ne sont pas des choses que certains diraient extraordinaires, mais qui sont suffisamment rares pour être préservées, et en tout cas, qui peuvent aussi témoigner de certaines évolutions. On est là aux abords d'un des plus grands champs d'algues d'Europe, qui court depuis toute la pointe nord Finistère. On veut vraiment respecter, on dit on, c'est-à-dire l'association, on a vraiment le souci de respecter le lieu dans toutes ses dimensions, qu'elles soient naturelles, historiques, culturelles. Donc c'est pour ça qu'on n'imagine pas un seul instant d'aller créer des aménagements qui puissent impacter négativement le site. On veut au contraire en faire un lieu d'exception, un lieu de témoignage, un lieu d'éducation, à l'histoire, oui, mais aussi à l'environnement. Et c'est pour ça qu'on interdit aux gens d'avoir des pratiques qui ne soient pas vertueuses. Donc ici, on ne veut pas être dans la consommation ni d'eau ni d'électricité qui soit abondante, donc on n'a pas d'eau courante, on n'a pas d'électricité reliée au réseau, donc on est en autoproduction. Et ça nous demande effectivement de mettre pas mal d'énergie et de temps pour expliquer aux gens le fonctionnement, pour les faire adopter d'autres pratiques.
Et comment se passe la restauration du fort ? La restauration du fort, alors, se fait essentiellement par des bénévoles, accompagnés par des encadrants qui sont techniquement professionnels, même s'ils ne sont pas salariés. Nous sommes affiliés à un réseau qui s'appelle Rempart, d'associations qui sont comme nous en gestion d'un site. Grâce au réseau Rempart, on a cette possibilité de communiquer autour d'un vaste réseau de personnes qui sont motivées pour venir restaurer du patrimoine. Et de cette manière, on organise chaque année 2 sessions de 15 jours où il y a des gens de tous âges qui viennent et qui s'inscrivent sur un parcours de 2 semaines pour venir participer aux travaux. Mais aussi, dans le courant de l'année, de mars à juin, puis en septembre-octobre, tous les jeudis, on organise un atelier ouvert. Et il y a souvent des partenariats qui sont faits avec des structures sociales, mais voire parfois des entreprises, qui profitent de ce moment-là pour leur œuvre éducative souvent, ou alors si c'est pour des entreprises, pour une manière autre pour leur personnel de se détendre ou de se découvrir ensemble. Comment l'association éduque les stagiaires à l'environnement ? On ne fait pas de stage d'éducation à l'environnement, par exemple. Les gens vivent ce qu'ils ont à vivre, que ce soit à l'occasion d'un chantier, que ce soit à l'occasion d'une création artistique, que ce soit à l'occasion d'une visite ou d'un spectacle. Ils sont sensibilisés au fait qu'on est dans un lieu fragile. Et ils sont invités à des pratiques qui soient vertueuses, que ce soit au niveau sanitaire, cuisine, vaisselle. Pour ce qui est de la cuisine, qui pourrait être un facteur assez impactant, on travaille essentiellement avec des produits bio et locaux. C'est aussi une manière d'avoir moins d'impact écologique. Je pense que les gens, ça les questionne quand même. Quelqu'un qui vient pendant 15 jours, ça fait son chemin, en même temps que plein d'autres le font à leur manière ailleurs. C'est des habitudes qui se prennent. On a notre petite influence là-dessus sur des nouveaux comportements. Au niveau du climat de manière générale, c'est évident que chacun peut constater des évolutions. Il y a des hivers avec des séries de tempêtes qui n'en finissent pas ici. Alors évidemment, on voit bien que les remparts, il y a des constructions qui sont quand même assez fragiles finalement. Elles sont attaquées. Alors on voit quand même que des travaux qu'on a pu mener il y a quelques années, même des travaux faits de la qualité, qui sont attaqués. Ici, on est dans un lieu aux avant-postes de la vie océane, un peu sensible, où je pense qu'on peut être privilégié en termes d'observation. C'est-à-dire que peut-être que ça, c'est des choses qui nous ont été soufflées avec quelqu'un, là, Laurent Chauveau, qui travaille à l'IUEM et qui est habitant de Landéda par ailleurs, qui nous avait soufflé l'idée d'en faire un lieu d'observation participative. On a un bunker là, qui est juste à la sortie, qui est extramuros, pas à l'intérieur des fortifications. On a un bunker qui pourrait tout à fait abriter un lieu de travail pour des observateurs réguliers. Alors, comment t'imagines Saison dans 10 ans ? C'est difficile de savoir ça, parce qu'on est vraiment là typiquement dans une histoire humaine qui fonctionne avec l'enthousiasme des gens, avec les désirs, avec des alchimies qui nous dépassent. Déjà en 5 ans, on voit toute l'évolution de ce projet, la manière dont il s'est ancré localement, la manière dont il évolue. On a fait un petit comptage quand même rapide de toutes les personnes qui ont pu participer à un degré ou à un autre, mais les institutions, les entreprises locales, les commerces, les collectivités. C'est un maillage extraordinaire qui a demandé effectivement beaucoup d'énergie. C'est impressionnant quand même. C'est en termes de bénévoles qui ont relevé les manches, qui sont venus travailler, mais c'est des centaines qui ont participé. On ne compte pas tous ceux qui ont pu nous donner des conseils, filer des coups de main, puis ceux qui ont aussi apporté de l'argent. C'est l'essentiel des fondations, je dirais, et puis c'est toute la ressource intellectuelle, les encouragements qu'il y a derrière. Après, ça, c'est un feu qu'il faut alimenter aussi. Il faut sans arrêt recharger le désir. On a aujourd'hui d'autres possibilités qui nous sont offertes. Avec tout ce qu'on a pu faire, la crédibilité qu'on a acquise, par exemple, c'est évident que le jour où on aura des toits, qu'on va construire nous-mêmes, ça va faire des abris, donc des espaces d'activité autres. Là, on a un changement de propriétaire qui va aussi ouvrir d'autres perspectives, puisque le conservatoire du littoral devient acquéreur bientôt. Nous, on est toujours liés par un bail amphithéotique qui nous permet d'assurer la continuité de nos projets pendant encore au moins une quinzaine d'années. C'est un projet qui évolue. C'est un lieu, oui, qui est beau, c'est un lieu qui a du sens par son histoire et par son projet et par sa création artistique. Donc ça fait sens, ça mobilise. Après, est-ce que ça fera toujours sens ? Moi, je ne sais pas. C'est un projet collectif. Comme souvent, face à de grands chantiers et de grands défis, l'union fait la force. On émet une idée, on construit un projet, on se rassemble
Et une pierre à la fois, la vision prend forme, elle évolue, elle s'adapte. Et aujourd'hui, face à des enjeux environnementaux sans précédent, face aux premières fissures dans les murs de la société, il nous faut réinventer notre vision, nos objectifs et notre imaginaire commun, avant que l'édifice ne s'écroule. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radio See the Future. N'hésitez pas à aller liker et partager autour de vous pour toujours plus de récits. Et à bientôt sur sailinghirondelle.com pour de prochaines rencontres.